Donc, bienvenue dans le chapitre 5 du cours d'inspection par ultrason. Donc, nous allons aborder principalement dans ce chapitre les caractéristiques du palpeur. Donc, le palpeur va être la vedette de ce chapitre-là. On va décrire de long et en large ses caractéristiques qui vont influencer la façon de faire l'inspection et les paramètres d'inspection à choisir correctement en fonction du contexte des pièces et des niveaux de sévérité que l'on veut appliquer sur l'inspection d'une pièce en particulier. Donc, vous connaissez tous déjà qu'est-ce qu'un palpeur, vous l'avez déjà utilisé, vous savez que c'est cette composante qui permet de, de faire rentrer des ondes sonores dans le matériel pour en être capable là, de détecter des défauts à l'intérieur des pièces. Mais en réalité, de façon générale, un palpeur fait partie d'un ensemble de systèmes qui pourrait aussi s'appeler un transducteur. Donc, un transducteur, de manière générale, c'est un système qui convertit une forme d'énergie en une autre. Et on s'aperçoit qu'un palpeur en ultrason, c'est exactement ça qu'il fait. Il est capable de prendre de l'énergie électrique envoyée par l'appareil et de le convertir en énergie mécanique, en énergie sonore transmise dans le matériau. Et il est aussi capable de faire l'inverse, c'est-à-dire de recevoir de l'énergie mécanique, donc des ondes sonores, et de le retransformer en énergie électrique retournée à l'appareil pour donner un signal révélant la présence d'un défaut dans une pièce. Donc, le palpeur en ultrason est un transducteur qui transforme de l'énergie mécanique à électrique et électrique à mécanique. Et de quelle façon le palpeur va être capable de transformer cette énergie-là? On va le décrire un peu plus tard dans les diapos. Mais ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que le transducteur, le palpeur, va exploiter certains effets pour être capable de faire cette transformation d'énergie-là. Et chez les générateurs d'ultrasons, il y a trois types d'effets qui peuvent être exploités. Donc, les effets piézoélectriques, qui est l'effet qu'on utilise généralement dans les systèmes à ultrasons pour la détection de défauts dans les pièces, mais il existe aussi deux autres effets, effet électrostrictif, qui va servir dans d'autres contextes, et l'effet magnétostrictif, qui lui, par exemple, peut servir dans la fabrication des sonars de sous-marins. Intéressons-nous davantage à l'effet piézoélectrique, car c'est l'effet qui est exploité pour l'utilisation des palpeurs en essai non destructif. Donc, l'effet piézoélectrique, en quoi ça consiste exactement? Ben, c'est la déformation forcée d'une composante matérielle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va provoquer alternativement une compression et une dilatation d'un cristal à l'intérieur du palpeur. Et cette compression-dilatation-là va provoquer une force de compression et de dilatation sur le matériel auquel est en contact le palpeur. Et comment on va provoquer cet effet de dilatation et compression du cristal? En lui imposant une tension électrique alternative sur chacune sur deux faces opposées, dont l'une, en l'occurrence, va être en contact avec le matériel. Pour bien décrire cet effet de compression et dilatation provoqué par l'application d'une tension électrique aux deux faces du cristal, ben, j'ai cette image que je vous propose sur cette diapositive. Vous avez le cristal, l'image de gauche représente le cristal sur son épaisseur au repos. Remarquez la présence de charges électriques à l'intérieur du cristal, représenté par les signes plus et moins. Donc, le cristal, dans sa fabrication, a déjà une certaine distribution de charge inégale entre la face supérieure et la face inférieure. Lorsque aucune tension électrique n'est appliquée sur les faces, le cristal est tout simplement au repos, bien entendu, et aucun effet de dilatation et compression n'est provoqué. Aussitôt qu'on applique une tension électrique, donc une différence de potentiel entre les deux faces, en l'occurrence la face supérieure et la face inférieure, comme par exemple l'image du centre représente
une fraction de seconde pour laquelle nous avons, à l'aide de la machine, accumulé des charges négatives sur une électrode collée sur la face supérieure. À l'inverse, l'électrode qui est collée sur la face inférieure du cristal a d'accumuler des charges positives. Donc, il y a une différence de potentiel qui est créée entre les deux électrodes. L'accumulation d'électrons sur la face supérieure, ça donne à être près d'une accumulation de charges négatives dans la partie supérieure du cristal. Et on sait tous qu'en électricité, les charges de signe identique vont se repousser. Donc, l'accumulation de charges négatives sur l'électrode collée sur la face supérieure va donc repousser l'accumulation de charges négatives déjà présente dans la partie supérieure du cristal. Même chose sur la face inférieure, en ce sens qu'on a aussi en contact deux ondes de charge électrique identiques. Donc, la charge positive accumulée sur l'électrode collée sur la face inférieure va repousser l'accumulation de charge positive déjà présente sur la face inférieure. Donc, tout ça va provoquer une compression du cristal, un peu comme si on aplatissait le cristal avec les doigts. Donc, l'accumulation de charge sur chacune des faces va donc comprimer le cristal. Une fraction de seconde suivante, parce qu'on se rappelle que c'est une tension alternative qui est appliquée sur le cristal, donc les pôles vont s'inverser, donc l'électrode supérieur va à son tour accumuler des charges positives et va donc attirer l'accumulation de charges négatives déjà présentes dans la partie supérieure du cristal. Et les charges négatives appliquées sur l'électrode collée sur la face inférieure vont elles aussi attirer la face inférieure du cristal due à l'accumulation de charges positives déjà présentes dans le cristal. Donc, à l'inverse de la situation précédente, on va voir donc le cristal se dilater sous l'effet de l'application de la tension électrique inversée par rapport à la situation précédente. Et c'est ce mouvement de compression-dilatation va être répété un certain nombre de cycles. Et si le cristal est en contact avec un matériel, ce mouvement de compression et dilatation-là va être transmis aux rangées d'atomes, au plan d'atomes du matériel, et donc il va y avoir une onde mécanique parce que l'effet de compression-dilatation va pouvoir être transmis au matériau et voyager dans le matériel. Cette image-ci tente simplement d'expliquer que les cristaux qui sont utilisés dans la fabrication des palpeurs sont découpés à partir de matériaux bruts, du matériau choisi pour fabriquer le palpeur. Donc, par exemple, si on décide de fabriquer des palpeurs à partir de quartz, on va découper le cristal dans une orientation bien précise selon le plan cristallin du quartz. Donc, de là, on peut générer deux types de cristaux, de palpeurs, tout dépendant dans quel sens il a été découpé, parce que le cristal ne réagira pas de la même façon, dépendamment dans quel sens il a été découpé à partir du matériau brut. Donc, à son sens, il existe donc des palpeurs taillés en X, c'est-à-dire que les faces qui vont réagir à la tension électrique sur laquelle on va coller les électrodes vont être perpendiculaires au plan X du matériau brut. Il y a aussi les cristaux taillés en Y pour lesquels les faces sur lesquelles on va coller les électrodes vont être perpendiculaires à l'axe Y. Donc, les cristaux ne réagiront pas de la même façon. Dans le cas des cristaux en quartz, si on découpe le cristal en X, il va uniquement réagir en dilatation-compression, tandis que si on le découpe selon le plan représenté en Y, le cristal va plutôt réagir en cisaillement. Donc, un soin est apporté dans le découpage des cristaux à partir du matériau brut, de façon à ce qu'ils puissent réagir tel qu'on s'y attend pour être capable de faire l'inspection. Pour compléter avec ce que j'ai dit dans la diapo précédente, tout dépendant dans quel sens les cristaux sont découpés dans le matériau brut, les cristaux ne réagiront pas de la même façon sous l'application d'une tension électrique. Donc, les cristaux X vont réagir en compression-dilatation, de sorte qu'ils vont produire des ondes uniquement longitudinales,
Tandis que un cristal qui est découpé selon l'axe Y dans le même matériel va être uniquement capable de réagir en cisaillement et donc uniquement être capable de produire des ondes transversales. Vous avez ici de représenter des cristaux utilisés dans la fabrication des palpeurs. Tout dépendant dans quel sens ils sont découpés, ils vont réagir de façon différente. Donc, un cristal sans déformation coupé selon Z, par exemple, ne réagira pas sous l'application d'une tension électrique. S'il est découpé dans un sens X, il va réagir en se déformant selon l'épaisseur. Sinon, si on découpe le cristal dans une autre direction, il va réagir uniquement dans le sens de la largeur. Et s'il est découpé en Z, regardez la déformation, le cristal va uniquement être capable de réagir en cisaillement. Et pour compléter la compréhension de l'effet de compression, dilatation du cristal et ses conséquences sur l'onde mécanique générée, vous voyez ici le cycle de compression-dilatation du cristal qui est représenté en 5 séquences. Donc au départ, le cristal est au repos, selon l'image à gauche complètement. Ensuite, une tension électrique est appliquée de manière à ce que le cristal soit dilaté. Donc, en se dilatant, la face qui est en contact avec le matériel pousse les atomes, met donc les rangées d'atomes du matériel en compression. Donc, la fonction sinusoïdale que vous voyez en bas représente le mouvement de poussée des rangées d'atomes en compression. Ensuite, séquence suivante, le cristal revient au repos. Et quatrième séquence, la tension électrique est inversée de manière à ce que le cristal soit maintenant comprimé, provoquant donc des ondes de dilatation dans les rangées d'atomes du matériel. Et ensuite, retour à la case départ, au repos, et cette séquence-là est répétée un certain nombre de fois pour créer un train d'ondes qui va voyager dans le matériel et provoquer donc un morceau d'onde mécanique qui est représenté par la fonction sinusoïdale représentée en bas. Les transducteurs piézoélectriques qui sont utilisés en inspection par ultrasons peuvent être de différents types, de différents matériaux. Les trois principaux utilisés sont le quartz. En réalité, le quartz, c'est de la silice, c'est de l'oxyde de silicium. Vous avez aussi certaines céramiques dites polarisées. Et il y a aussi le sulfate de lithium qui peut être utilisé. Donc, nous allons maintenant étudier les caractéristiques de chacun des matériaux qui peuvent être utilisés en ultrasons et les comparer les uns aux autres en mettant en évidence leurs inconvénients et leurs avantages, ainsi que leurs applications. Nous allons commencer par les transducteurs en quartz en mettant en évidence ces caractéristiques à travers ses inconvénients et les avantages reliés au choix du quartz comme fabrication de cristal à l'intérieur des palpeurs. Commencer par dire concernant les transducteurs en quartz qui sont de moins en moins utilisés, tendent à disparaître de nos jours. Ils ont été, il y a très longtemps, le principal matériel utilisé, mais dû à certains de ces inconvénients, son utilisation tend donc à disparaître. Par contre, le quartz a une excellente stabilité électrique, chimique et thermique, de sorte que sa durée de vie, elle est très longue. Donc, c'est un avantage qui est certain du point de vue économique. Le quartz est bien entendu insoluble dans l'eau, comme l'est la vitre. Rappelons que le quartz et la vitre, c'est la même composition chimique, c'est de l'oxyde de silicium. Le quartz a comme grand avantage d'être extrêmement dur et résistant à l'usure. Donc, le quartz peut être en contact direct avec le matériel et frotter sur le matériel sans se détériorer. Le quartz est aussi résistant aux hautes températures et il est résistant au vieillissement. C'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure en ce qui a trait à son excellente stabilité électrique, chimique et thermique. Donc, le vieillissement est un phénomène qui fait en sorte que
à l'intérieur du cristal, il peut y avoir des changements qui font en sorte qu'ils répondent de moins en moins bien euh, à la tension électrique que l'on applique sur le cristal pour provoquer l'effet de dilatation et de contraction. Dans le cas du quartz, peu importe sa durée de vie, il répond toujours aussi bien à la tension électrique. Par contre, un inconvénient sérieux relatif au quartz, qui explique en partie son utilisation de plus en plus restreinte, c'est qu'il est le générateur sonore le moins efficace. Qu'est-ce qu'on veut dire par générateur sonore? Ben, il faut se rappeler que les cristaux, ce sont des transducteurs, et donc ils transforment une forme d'énergie en une autre. Quand on dit qu'il est un générateur le moins efficace, c'est que le quartz transforme une faible proportion d'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, le système est affecté dans sa sensibilité. Donc, on a besoin d'un signal suffisamment fort pour être capable de nous assurer de détecter les défauts. Donc, le quartz a comme inconvénient de transformer de manière moins efficace l'énergie électrique à énergie mécanique. Le quartz est aussi affecté par l'interférence de conversion de mode. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le quartz, lorsqu'on lui applique une tension électrique, il a tendance à réagir un peu par cisaillement. Il va donc avoir tendance, en plus des ondes longitudinales, à émettre une certaine énergie en ondes transversales, ce qui est un inconvénient en ultrason parce qu'on veut toujours s'assurer qu'il y ait un seul train d'ondes qui voyage dans le matériel. Le quartz, en générant un petit peu d'ondes transversales, fait en sorte qu'il y a, sur une certaine distance, deux trains d'ondes qui voyagent en même temps et donc peut provoquer une multiplication de signaux qui va induire en erreur l'opérateur. Et autre caractéristique en ce qui a trait le quartz, c'est qu'il requiert un voltage élevé à basse fréquence. Donc, lorsqu'on veut travailler à basse fréquence, autour de 1 à 2 MHz, qui sont des fréquences qui sont très utilisées en inspection ultrasonore, on doit recourir à un appareil un peu plus volumineux, un peu plus puissant, parce que le quartz requiert un voltage assez élevé pour réagir aux fréquences un peu plus basses. Donc, c'est un inconvénient parce que on sait qu'un des avantages en ultrason, c'est d'être capable de permettre à l'opérateur d'utiliser une machine légère, portable, afin de se rendre à peu près n'importe où se situe la pièce pour faire l'inspection. Donc, ça, c'est un inconvénient lié au transducteur en quartz. Les transducteurs en céramique. La céramique, en l'occurrence, est le matériel qui, aujourd'hui, est de loin le plus utilisé pour la fabrication des cristaux. Donc, les palpeurs que vous avez utilisés dans le cours contiennent des cristaux en céramique et ils sont aujourd'hui les plus utilisés à cause de ces avantages qui lui permettent de mieux correspondre aux besoins des inspections des pièces en industrie. Donc, commençons par dire qu'un de ses gros avantages, c'est qu'il est le générateur ultrasonore le plus efficace. Donc, à l'inverse du quartz, c'est les cristaux en céramique qui convertissent le plus fort pourcentage d'énergie électrique en énergie mécanique. Et ça apporte donc comme avantage de ne pas avoir recourir à des tensions électriques trop élevées, des puissances trop élevées. Donc, on peut donc construire des appareils plus compacts, plus légers, afin de permettre aux opérateurs de se rendre sur place, là où se trouvent les pièces. Ils opèrent donc bien à bas voltage, contrairement au quartz, pas affectés par l'humidité, utilisables jusqu'à 300 degrés C. Par contre, comme inconvénient, ils ont une faible résistance mécanique. À vrai dire, c'est le principal inconvénient relié aux cristaux en céramique. Très friable, très peu résistant à l'usure, très fragile. Donc, ce qui fait en sorte que les cristaux en céramique ne peuvent pas être en contact direct avec le matériau inspecté et ils doivent être protégés par une pellicule de protection.
Autre caractéristique, ils sont eux aussi, comme les cristaux en quartz, quelque peu affectés par l'interférence de conversion de mode, mais moins que les cristaux en quartz, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à générer un petit peu d'énergie en cisaillement et donc provoquer un peu d'onde transversale, mais c'est mineur dans le cas des céramiques. Les céramiques réagissent, sont capables de vibrer et réagissent pour des fréquences seulement en dessous de 15 MHz, ce qui n'est pas réellement un inconvénient parce que, en général, dans l'industrie, on travaille avec des fréquences de 1 à 5. Dans certains cas, surtout dans l'aéronautique, ça peut aller jusqu'à 10 MHz, mais très rare qu'on ait à travailler en haut de 15 MHz. Donc, les cristaux en céramique répondent à l'ensemble des besoins en industrie. Autre défaut relié aux céramiques, c'est qu'ils ont une certaine tendance au vieillissement. Donc, dans leur fabrication, les cristaux en céramique, on distribue des charges électriques dans la céramique et cette caractéristique-là s'atténue avec le temps, de sorte qu'au bout de 3, 4 à 5 ou 6 ans, tout dépendant du type de produit, ben, le cristal réagit de moins en moins bien à l'application de la tension électrique et se dilate et se contracte de manière de moins en moins efficace. Comme vous savez, les céramiques, il en existe des centaines de différentes. De quelle céramique parle-t-on précisément lorsqu'on utilise la céramique pour la fabrication de cristaux en ultrasons? Il y a essentiellement 4 molécules qu'on retrouve sur le marché. Le titanate de barium, le méthaniobate de plomb, le titanate de plomb et le zirconite de plomb. Le titanate de barium, qui est mis en évidence en vert ici, est le plus utilisé comme céramique. Par exemple, les palpeurs que nous utilisons, que nous avons achetés pour le cours, sont justement fabriqués à partir de titanate de barium. Dernier matériel utilisé pour la construction des cristaux en ultrasons, le sulfate de lithium. Lui aussi comporte ses avantages et ses inconvénients. Commençons par dire son principal avantage, c'est qu'il est le plus efficace récepteur ultrasonore. Donc, c'est le sulfate de lithium qui permet de convertir le plus haut pourcentage d'énergie mécanique à énergie électrique, ce qui va donc affecter, améliorer la sensibilité de l'ensemble du système. Propriété d'amortissement interne élevée, ce qui entraîne une meilleure résolution. Donc, en plus d'être le plus efficace récepteur ultrasonore pour permettre une bonne sensibilité, le sulfate de lithium est un matériel qui est très facile à arrêter en termes de vibration. Donc, ça permet aussi en même temps d'avoir une meilleure résolution. Donc, ce sont deux forces importantes du sulfate de lithium. Autre avantage non négligeable, contrairement aux deux autres matériaux, il est le seul à ne pas vieillir. Donc, il est résistant au vieillissement. Le quartz aussi l'était. Donc, c'est seulement la céramique qui n'était pas très résistante au vieillissement. Donc, il n'a pas tendance à se détériorer. Les charges électriques demeurent constantes à l'intérieur du matériel, de sorte qu'il répond, même après une longue période d'utilisation, il répond bien à la tension électrique et au phénomène de compression-dilatation. Il n'est pas affecté par l'interférence de conversion de mode. Ça, c'est ce qui n'était pas le cas des deux autres matériels, donc il n'a pas tendance à émettre des ondes transversales. Inconvénient, il ne peut pas être utilisé en immersion ou en présence d'humidité, ni avec l'utilisation de couplants à base d'eau, à moins d'être protégé complètement à l'intérieur du boîtier, parce que le sulfate de lithium, il est soluble à l'eau. Et finalement, disons aussi que le sulfate de lithium est le plus sensible aux hautes températures. Il se détériore à des températures au-dessus de 110 degrés C, ce qui peut empêcher son utilisation dans certaines situations dans l'inspection de pièces à l'extérieur soumises au rayonnement pendant les périodes d'été. Dans cette diapo, vous avez un tableau qui résume les 3 diapos précédentes. Vous avez de regrouper pour l'ensemble des matériaux dont on a parlé, quartz, céramique, le sulfate de lithium, les avantages et les désavantages. Et en plus de ça, vous avez aussi un classement au niveau de leur efficacité tant en tant que transmetteur que récepteur. Donc, dans la colonne T, vous avez un classement au niveau de leur capacité à convertir de l'énergie électrique à énergie mécanique. On avait vu que les céramiques étaient les meilleures en ce sens. Ensuite vient le sulfate de lithium et
en dernier, le quartz. Et dans la colonne suivante, vous avez un classement en tant que récepteur, c'est-à-dire leur capacité à transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, à l'inverse du fait que les céramiques sont les meilleurs transmetteurs, ils sont par contre les récepteurs les plus médiocres. Le sulfate de lithium étant le meilleur, venant ensuite le quartz. Les deux qualités les plus importantes des palpeurs. Lorsqu'on achète des palpeurs, lorsqu'on veut utiliser des palpeurs en ultrasons, il est important de magasiner ou d'utiliser le palpeur le plus adapté en fonction du matériel inspecté, en fonction du type de défaut recherché, de la taille des défauts recherchés, de la grosseur des pièces. Donc, en fonction de tous ces paramètres-là, on va en venir à choisir le meilleur palpeur. Et on va faire ce choix-là, entre autres, en fonction de deux caractéristiques extrêmement importantes. Donc, les deux qualités les plus importantes des palpeurs qui sont la sensibilité. La sensibilité c'est un concept qu'on a étudié au chapitre 3. Ça pourrait se résumer en la capacité d'un système de détecter des irrégularités, des discontinuités ou des défauts à l'intérieur des pièces. Donc, tout ça, c'est la sensibilité. Autrement dit, il faut à la fois que le son puisse être capable de rebondir sur des défauts dont la taille correspond à ce que l'on cherche, et il faut aussi que l'onde soit suffisamment puissante euh, pour générer un signal à l'écran suffisamment évident pour euh, informer l'opérateur de l'existence de la discontinuité à l'intérieur du matériel. Donc, c'est la meilleure façon que je puisse m'exprimer pour expliquer correctement ce qu'est la sensibilité. Mais ce n'est pas la seule caractéristique euh, sur laquelle on va se baser pour faire un choix de matériel. Il y a un deuxième concept qu'on n'a pas encore très vu à venir jusqu'à présent dans le cours, mais là maintenant vient le temps de mieux le définir, qui est la résolution. Donc, la résolution, c'est une autre qualité dont on va s'intéresser pour faire un choix judicieux de palpeur en fonction du contexte d'inspection que l'on désire réaliser.